Le journal de ce mardi 23 septembre présenté par Florent Clavel. Au sommaire, Florent, crispation au passage des Arcades au Mans, un lieu de croisement des dealers et des fêtards. Le bailleur réagit, des aménagements de sécurisation et des caméras de surveillance sont prévus d'ici la fin de l'année. Suffisant pour enrayer la délinquance, pas sûr. Feu vert pour les vendanges dans le Sud-Sarthe, ça commence ce jeudi avec les cépages Gamay et Onis. Et puis l'impression 3D au service de l'industrie automobile mais aussi médicale, focus sur un atelier proposé à l'Institut automobile du Mans. Mon invité est Jean-Yves Breteau, directeur d'antenne de Radio Alpa, mais aussi tout nouveau président de la Confédération nationale des radios associatives. Nous verrons quels sont les chantiers qui l'attendent. Et on commence avec le passage des Arcades au Mans, un lieu qui cristallise toutes les tensions. Oui Julien, sentiment d'insécurité, deal, sortie de bars bruyantes. Les habitants de la résidence du passage n'en peuvent plus. Une exaspération qui a poussé la Mancelle d'habitation à réagir. Le bailleur public va entamer des travaux pour tenter de sécuriser l'endroit. Laure Girard. Au-dessus du passage des Arcades, 52 logements et des locataires pour la plupart excédés par l'ambiance pour le moins glauque qui règne au pied des entrées. Personne ne se cache la face. Il y a aussi également un trafic très important de drogue qui se fait ici. Ils sont toujours parqués là dans les passages. Bon, ces enfants, ils font souvent des casses. Sentiment d'impunité ou provocation, notre caméra ne semble pas gêner l'un de ces jeunes. Pour lui, la fermeture du passage ne changera rien à ses habitudes. Le deal va continuer. On n'est pas là pour faire du mal aux gens ou quoi que ce soit. On est juste là pour faire notre argent comme tout le monde le fait. Malgré moi, si vous voulez que ça change, trouvez-nous plus du travail, au moins on ne sera pas là en vendant la drogue ou quoi que ce soit. On fait notre argent comme tout le monde. Depuis plus d'un an, le bailleur public en charge de l'immeuble a décidé de prendre les choses en main. D'ici la fin d'année, l'accès au passage par la rue Constantine sera fermé par un portail. Les 2 entrées d'immeubles du passage seront quant à elles condamnées. Et les locataires accéderont par la cour intérieure de la résidence qui donne, elle, sur la rue Constantine. Donc bien évidemment, les portes vont être supprimées ici, les entrées sur la cour intérieure vont être élargies. Mancelle d'habitation compte également systématiser l'utilisation de badges à toutes les entrées. Après cette première phase de travaux, le bailleur souhaite mettre en place des caméras de vidéosurveillance aux 4 coins de la résidence. Viendra ensuite le temps de fermer le dernier accès au passage. En fonction du bilan qui sera réalisé de ces 2 premières étapes, nous envisagerons de fermer le passage sur la rue du Docteur Leroy. Une fermeture qui devrait signer la fin du commerce légal et illégal, passage des Arcades. Fait divers, un homme se noie dans l'Huisne, dans le quartier Pontlieu au Mans. Il était 12h30 aujourd'hui quand l'alerte a été donnée par des témoins. Sur place, les pompiers et le SAMU n'ont pas réussi à ranimer la victime âgée d'une quarantaine d'années. L'homme aurait chuté accidentellement près du pont des Vendéens. Et c'est officiel, maintenant les premières vendanges sartoises débuteront jeudi, Florent. Les viticulteurs récolteront d'abord les cépages Gamay et Onis. C'est ce qui a été décidé aujourd'hui à l'occasion du traditionnel banc des vendanges. Un feu vert donné par l'œnologue sartoise Sandrine Perel qui a procédé au dernier prélèvement sur les vignes. Lucille Cantet. Tôt, ce mardi matin, Sandrine Perel arpente les vignes pour prélever quelques raisins sous les yeux des vignerons. L'œnologue procède ensuite à des analyses sur le terrain pour mesurer la possible teneur en alcool et l'acidité du fruit. Ça fait 6,55. Le Chenin, il a 6,55 d'acidité. Ça va ? Des indications précieuses pour déterminer le début des vendanges. Et malgré le mauvais temps de l'été, les dernières semaines ont rassuré les viticulteurs. On a eu le temps idéal de fin de saison à partir du 20 août, du soleil, un petit peu de vent, des belles rosées le matin qui permettent de nourrir le fruit. Et plus c'est froid, plus c'est frais, on va dire, plus le raisin aura des arômes. Et ça, c'est important pour la continuité de la vinification. L'œnologue a effectué ses premiers prélèvements il y a près d'1 mois et une chose est sûre, les grappes évoluent très vite. La vigilance est donc de mise, mais la qualité devrait être au rendez-vous. On a le beau temps qui nous permet aussi qui nous permettra peut-être de prolonger un petit peu pour obtenir des demi-secs peut-être. Mais pour l'instant, on est sur des secs et probablement des rosés qui vont être assez fruités. Et les raisins ont du goût, il y a la sucrosité, donc la richesse, le degré potentiel.
l'acidité qui est quand même là, donc il nous en faut, hein, mais qu'on va voir décroître, on va dire, dans les quelques jours. Autre question préoccupante dans les vignobles, quelle sera la quantité produite ? 2012 et 2013 n'ont pas été des années très rentables et si 2014 s'annonce meilleur, il faut tout de même rester prudent. Il y a plus de raisins, maintenant ça ne veut pas dire qu'ils sont plus riches en jus. Ceci dit, il y a une belle récolte qualitative et en quantité, ma foi, ça devrait être bien. Mais on aura la dernière version quand ça coulera sous le pressoir. Au terme de cette visite, l'œnologue a donné le banc des vendanges. Ce sont les rouges qui ouvriront le bal jeudi avec les cépages de Gamay et d'Aunis, suivis lundi par le Janière. Et puis vendredi, dans ce même journal, vous pourrez suivre les premières vendanges dans le Sud-Sarthe d'un jeune viticulteur de Poncé-sur-Loire. L'invité de la rédaction ce soir, Jean-Yves Breteau, directeur d'antenne de Radio Alpa. On va parler évidemment de l'actualité des radios associatives. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Julien. Alors vous êtes également président depuis cet été de la Confédération nationale des radios associatives, 260 radios au total. C'est quoi le rôle de cette confédération ? Alors le rôle de cette fédération, c'est de représenter bien sûr l'ensemble des radios associatives, notamment celles qui adhèrent chez nous. Ça concerne 15 fédérations nationales et régionales, et donc cette confédération a pour but de défendre leurs intérêts. Plus de poids, plus de visibilité, c'est ça ? Plus de poids, pas forcément plus de poids, mais peut-être plus de reconnaissance. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est le financement. On sait qu'on est dans un budget contraint, avec un budget assez rigoureux quand même de l'État qui doit faire face à ses responsabilités. Et néanmoins, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup parce que ça fait depuis un certain nombre d'années que le budget n'a pas augmenté. 27 millions d'euros, c'est ça, hein ? 29 millions d'euros. 29. On nous a d'ailleurs annoncé en novembre 2013 que le budget allait diminuer de 200 000 euros. Et il y a aussi ce fameux gel qui s'applique dans le cadre des budgets de l'État de 7% qui nous fait très peur. Alors c'est un gâteau à partager avec 650 radios associatives en France, hein, c'est ça, hein ? Voilà, alors le problème c'est que c'est un gâteau à partager, un gâteau qui ne grandit pas, qui est stable depuis un certain nombre d'années, sauf qu'il y a un certain nombre de nouvelles radios associatives qui arrivent dans différents territoires du pays et qui de fait ont le droit bien sûr de profiter de ces fonds d'État pour pouvoir fonctionner. Donc ça veut dire qu'on se partage le gâteau, ce qui devient de plus en plus difficile parce que tout simplement nos radios sont aussi des économies de territoire qui ont des contraintes, notamment aussi des volontés de vouloir consolider l'emploi. Et bien sûr, si on baisse les dotations de l'État, bien évidemment, il y aura des décisions un peu dramatiques à prendre. Alors de quoi vit une radio associative aujourd'hui concrètement ? De quoi vit une radio associative ? Bon, on va dire essentiellement quand même de la dotation de l'État, mais qui n'est pas donnée comme étant, voilà, je vous donne une enveloppe et débrouillez-vous de ce que vous voulez faire avec. Il y a quand même certaines contraintes puisque on doit répondre à un certain nombre de critères, je dirais d'excellence. Il y a les actions culturelles, les actions éducatives, les luttes contre les discriminations, le développement local et l'environnement, et puis d'autres critères. Et c'est à partir de ces actions que nous menons chaque année dans nos radios qui font que nous percevons donc une bonification de la subvention d'État en plus du complément de la subvention sur le budget. Alors il y a de nouvelles radios associatives, il y a aussi la radio numérique terrestre qui arrive, ce qui permet de diffuser plusieurs radios sur la même fréquence. Ça aussi c'est un danger pour vous, vous allez me demander au CSA d'arrêter les candidatures. Alors ça c'est un vrai souci, alors non pas que nous soyons contre la RNT, sauf que le problème c'est que quand on veut faire muter les radios qui diffusent aujourd'hui en FM, qui ont déjà des difficultés économiques, et que le ministère apparemment ne veut pas la RNT puisqu'il ne s'engage pas financièrement à accompagner les radios vers ces mutations, non seulement celles qui émettent en FM, mais en plus les nouvelles radios. Donc la position est très simple, c'est que ce qu'on constate déjà cette année, c'est que cette fameuse dotation de l'État dont on parlait à l'instant, les 29 millions, les nouvelles radios qui viennent d'émettre à Marseille, Nice ou Paris, piochent dans cette enveloppe qui est déjà contrainte. Donc ça pose un vrai souci, c'est-à-dire qu'à force finalement que tout le monde pioche sans augmenter cette enveloppe, eh bien à un moment on va avoir une économie un peu fragile. Alors vous avez été reçu au ministère de la Culture, je crois. Qu'est-ce que vous avez demandé ?
Alors, on a été bien sûr au mois de juillet reçu au ministère de la Culture. Bon, il se trouve que la ministre vient de changer, donc on va être en obligation de tout recommencer. De tout recommencer. Bon, en espérant qu'il y ait quand même une ligne qui soit dans la même suite logique que la précédente ministre. Mais ce qu'on veut tout simplement savoir, c'est est-ce que la ministre veut oui ou non la RNT en France? Première question. Si elle veut cette RNT en France, quel est le budget dont elle dotera les radios qui arrivent sur la RNT ou qui vont muter de l'AFM sur la RNT, parce que sans financement ce ne sera pas possible. Et donc toutes ces questions sont des questions d'avenir qui sont présentement non inscrites dans le prochain décret du financement des radios associatives. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent entre le CSA qui continue les appels à candidature et le ministère qui n'a pas d'argent pour financer la RNT. Eh ben merci Jean-Yves Proto d'être venu sur notre plateau. Alors, je rappelle que vous êtes directeur d'antenne de Radio Alpa et nouveau président de la Confédération nationale des radios associatives. En bref, maintenant, fusion en vue entre les entreprises Garzinski et Cegelec en Sarthe. Mariage prévu le 1er novembre pour ces deux filiales de Vinci Énergie. Conséquence, selon les syndicats, de la perte du marché de l'enfouissement des réseaux du Conseil général par Cegelec. 10 millions d'euros de manque à gagner. Une centaine d'emplois sur près de 300 que comptent les deux entreprises pourraient être supprimés. Direction maintenant l'Institut automobile du Mans. L'Institut automobile où une journée d'information sur l'impression 3D était organisée aujourd'hui, une technologie qui intéresse les industriels du secteur, mais aussi la médecine. Laure Girard. Cette imprimante 3D modélise une prothèse dentaire, mais son utilisation devient si évidente dans l'industrie que le procédé pourrait servir dans bien des domaines, même les plus pointus. L'objectif demain, c'est de la faire évoluer vers le milieu vraiment purement médical et déposer des cellules souches pour faire des organes implantables. Ici, un centre de recherche Manceau qui conçoit des imprimantes. Là, une jeune entreprise qui vend son produit. L'intérêt pour les participants à cet atelier est de venir chercher l'information sur le marché dans son ensemble. C'est en tout cas le rôle que s'est donné l'Institut automobile du Mans. Notre objectif est aussi de sensibiliser les entreprises à tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui peut leur apporter de la compétitivité, qui leur permettent de se tenir au courant de ce qui se fait au jour le jour. On fait en fonction de ce qu'on trouve nous intéressant et de ce que les industriels nous retournent comme besoin. Cette année, l'association sartoise a déjà organisé une quinzaine d'ateliers de ce type. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'information sur LMTV. Demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Nous parlerons de la nuit européenne des chercheurs qui se tient ce vendredi au Mans. En plateau avec nous, Maëva Cornuau de Maine Science et Ingrid Silpa de l'Université du Maine. À tout de suite.